Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau duel Nikon. D'un côté le Z6 et de l'autre, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ouais, il est tellement petit qu'on arrive à le mettre dans sa poche. De l'autre côté, le Z50. Deux formats, deux tailles de capteurs, mais la même qualité d'image. Et ben c'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti pour le test. Alors pourquoi comparer deux boîtiers qui sont quand même au final assez différents? D'un côté, ce 24-36, le Z6 sorti il y a un peu plus d'un an, qu'on trouve aux alentours de 1500 € boîtier nu à l'heure actuelle, début 2020. Et de l'autre côté, ce Z50 qui est sorti il y a quoi, 2-3 mois, boîtier nu, on est autour de 1000 €. Donc c'est vraiment deux prix différents, deux gammes différentes. Petit aparté, j'ai un peu pesté contre Nikon lorsque j'ai appris la sortie d'une gamme APS-C. Je me suis dit mince, encore deux gammes d'objectifs avec des rapports de focale différentes, avec des tailles de capteurs différentes, des qualités différentes. Pourquoi ne pas rester sur un format 24-36 qui est à mon sens le cœur de cible de Nikon et qui nous permet d'avoir le maximum de qualité. Et puis, j'ai pris en main ce petit boîtier. Quand je dis pris en main, c'est vraiment ça. Pris en main, c'est incroyable. On a surtout avec l'objectif 16-50 pancake, vraiment très très réduit, on a quelque chose qui tient dans une poche pratiquement, qui est d'un format extrêmement pratique, qui a aussi de nombreuses qualités. On peut faire par exemple, grâce enfin, bon alors bien sûr c'est vers le bas, mais on a enfin un écran orientable face à soi. Ça veut dire que quelque part, eh bien, on peut avoir voilà, une situation de vlog comme là, et puis se voir, avoir un cadrage qui correspond exactement à ce que l'on veut. Donc ça, rien que ça, c'est quand même tellement pratique que ça vaut le coup d'avoir cet appareil. Et puis, je me posais véritablement la question de la qualité, tant en photo qu'en vidéo. Est-ce qu'on est capable maintenant, avec un capteur APS-C d'un peu plus de 20 millions de pixels, de rivaliser avec ce fameux full frame, ce 24-36, qui est quand même, il faut bien l'avouer, le standard de la haute qualité à l'heure actuelle? On va détailler ça tranquillement, entre nous, point par point, la qualité, le piqué, l'homogénéité, l'objectif, les hautes sensibilités, bien évidemment. C'est aussi un point important. Est-ce que ce capteur réduit est capable de monter aussi bien et aussi haut en haute sensibilité qu'un Z6 et son grand capteur? Allez, on détaille tout ça ensemble et c'est maintenant que ça commence. Alors lorsqu'on vient d'un autre boîtier Nikon, on n'est pas dépaysé. On va retrouver vraiment l'ergonomie habituelle de la marque. Je pense qu'elle est même un petit peu améliorée par rapport au Z6 sur ce Z50. En particulier sur deux points, sur les commandes de display et d'agrandissement de l'écran arrière qui sont directement intégrées à l'écran. C'est plus pratique que d'avoir des touches comme sur le Z6. Je trouve que c'est vraiment tactilement c'est plus intéressant. Et puis, bon, je l'ai dit, c'est ce fameux écran réversible. Là aussi, c'est vraiment une belle avancée, ce qu'on n'a absolument pas sur le Z6, parce que le Z6, ça se limite à ça, quoi, grosso modo. Donc avec une visée un petit peu sur le dessus, visée sur le dessous. Bon, voilà, c'est assez limité. Sans ça, au niveau de la bague rotative, on retrouve les classiques, à savoir tout en manuel, priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse, également les touches préprogrammables. Également, on a une petite languette en dessous de la molette rotative qui nous permet d'avoir accès directement au mode photo, au mode vidéo, avec bien sûr des réglages, des pré-réglages internes qui sont différents en mode photo et en mode vidéo. Ça aussi, c'est vraiment très bien. Et puis les touches d'accès rapide aux ISO, avec éventuellement la correction d'ouverture en plus ou en moins par tiers de step. Petite différence, on a ici la capacité de passer soit sur le viseur, soit sur l'écran, soit sur les deux automatiquement quand on approche l'œil du viseur. Et puis la touche donc pour vérifier ce que l'on a enregistré, le play sur l'écran arrière, et puis la petite touche poubelle pour écraser le fichier que l'on ne souhaite pas garder. Voilà, c'est simple, c'est pratique. Je trouve que les menus sont aussi
relativement bien fait. Contrairement à d'autres marques, c'est un peu moins fouillis. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de réglages possibles. Presque autant que sur le Z6, il y a fort peu de différence. C'est pas un Z6 au rabais, il y a vraiment de quoi s'amuser et de quoi vraiment faire de la photo et de la vidéo. Une chose importante qu'il faut savoir, c'est que cette monture, c'est une monture S qui est valable à la fois sur la PSC, c'est-à-dire le petit capteur, mais c'est exactement la même monture, donc on peut monter les mêmes objectifs à la fois sur cette APS-C et sur le plein format. Toute la série S est compatible l'un envers l'autre. Il n'y a pas des objectifs que vous pourriez monter uniquement sur la PSC et d'autres objectifs que vous monteriez uniquement sur le plein format. Non, non, les deux passent de l'un à l'autre avec bien évidemment le facteur de conversion. Quand on est en APS-C, on va passer, pour un 50, ça va devenir un 75 mm. Et inversement, quand on utilise, parce qu'on peut aussi, je me suis amusé à le faire, monter ce petit pancake sur le Z6, là on cadre en DX, on cadre en APS-C, donc avec une partie réduite du capteur. Voilà, donc passons tout de suite à l'analyse des images. Je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et commençons par la définition, le piqué, la qualité de l'image en photo et en vidéo. Voilà, passons tout de suite à quelque chose qui va être assez facile en fin de compte à comparer. J'ai ici sur l'image de gauche un Z50 avec le 16-50 à 16 mm. L'ouverture est à 8 et l'ISO à 100. Ici, nous avons la même chose, la même image, donc avec le Z6, le 24-70 à 24 mm, l'ouverture est à 8, à 100 ISO également. Si on agrandit, vous allez voir que c'est assez simple, en fait on a exactement la même image, avec quelques petites variantes près en fonction de l'orientation du boîtier, de la lumière, même si j'ai enchaîné sur les deux prises de vue, il y a toujours quelques petites variations, mais globalement, on a énormément de mal à différencier les deux images, les deux boîtiers étant bien sûr réglés de la même façon l'un et l'autre au niveau des menus de la prise de vue. Voilà, passons à un autre exemple. Bon, là aussi, même si le cadrage n'est pas tout à fait identique, on a exactement les mêmes conclusions que sur la première comparaison. On a deux images qui se ressemblent énormément, avec les petites différences liées à la profondeur de champ, parce que j'étais pas tout à fait exactement placé au même endroit, mais c'est vraiment anecdotique. On a vraiment deux images qui se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, c'est assez amusant, y compris dans la gestion de la profondeur de champ et du bokeh. Pour rappel, l'image de gauche, c'est le Z50 avec le 16-50 à 50 mm, l'ouverture à 8 au 1/80e de seconde à 500 ISO. Alors que l'image de droite, on est bien sûr avec le Z6, avec le 24-70 à 70 mm, puisqu'il faut bien évidemment à peu près faire correspondre le 50 mm de la PSC à un 70 mm de plein format, et toujours à une ouverture f8 et à 500 ISO également. Vous voyez que les colorimétries, les définitions, le bokeh, ce qui est un peu surprenant, est assez semblable, même s'il y a effectivement un fond un petit peu plus crémeux quand même sur le Z6. Il faudrait bien sûr passer sur des ouvertures beaucoup plus grandes, à 4 ou avec des objectifs ouvrant à 2, 1.8, 1.4, où là on verrait une différence plus marquée entre la PSC et le 24-36. Passons à la vidéo, maintenant avec le Z50, le 16-50 à 16 mm à pleine ouverture. L'image est très qualitative, elle est tout à fait correcte. J'ai voulu également dans cet extrait bouger un petit peu pour vous montrer la capacité de ce boîtier en interne à stabiliser, que ce soit avec l'optique ou l'électronique. Ça reste quand même assez limité, il faut bien l'avouer, et pour moi pas suffisant pour une exploitation des images. Avec le Z6, c'est un peu la même chose, même si je trouve que la stabilisation est tout petit peu meilleure, mais c'est à peu près similaire. Quant à la qualité de l'image, elle est très comparable, elle est très bonne et tout à fait exploitable si on ne bouge pas. C'est toujours le même problème avec ces boîtiers en stab interne en vidéo, c'est pas facile.
Passons maintenant pour l'exemple avec toujours le 1650 à 16, mais avec le DJI Ronin SC. Vous allez voir que là, les choses changent radicalement. On a une stabilisation qui devient bien sûr excellente. L'image est très bonne. Je crois que ce combo Ronin SC plus Z50 est vraiment redoutable en vidéo. On a une capacité à vraiment produire des images, à bouger parce que c'est un combo extrêmement léger. C'est vraiment redoutable. Je pense que je ferai un petit film sur cet ensemble. Alors toujours face à la caméra, là je suis en position du vlogueur avec le Z50 et le 1650 et j'ai désactivé à la fois le VR optique et la stabilisation, bref aucune stabilisation, on va voir si c'est exploitable au niveau des images ou non. Exactement la même opération, vous l'avez compris, ce coup-ci j'ai activé le VR optique, la réduction de vibration optique, on va voir si c'est un peu plus exploitable, si ça bouge moins. Et je vais rajouter dans un deuxième temps la stabilisation électronique. Alors il y a quand même deux positions sur ce VR optique, une position normale et une position sport. Donc là je marche, mais ce coup-ci en position sport. Est-ce que ça stabilise plus? Eh bien on va voir, on va s'en rendre compte immédiatement sur les images. Et maintenant la totale, le VR optique, le VR électronique, donc on a tout mis en stabilisation. Est-ce que c'est utilisable à bout de bras comme ça, en mode vlog, en marchant? Eh bien à vous de me le dire. Là je suis revenu toujours en marchant bien sûr avec le Z50 et le 1650 à 16 mm. Je suis revenu avec une stabilisation optique normale, sans la stabilisation électronique qui je trouve fait quelques artefacts un petit peu lorsque ça bouge. Je ne suis pas hyper fan. Là je trouve quand même qu'on a une qualité d'image tout à fait convenable, y compris quand on marche, c'est tout à fait utilisable. Voilà de nouveau avec le Z6 et le 24-70 à 24 mm, à bout de bras, je marche tranquillement en position du vlogueur, encore qu'à bout de bras ça fait un peu lourd. Bref, tout ça pour vérifier si la stabilisation désactivée, à la fois la stabilisation normale et la stabilisation électronique, les deux sont désactivés. On va pouvoir comparer si l'efficacité de ces deux stabilisations en les mettant au fur et à mesure l'une après l'autre. Voilà, donc simple modification, la mise en route de la stabilisation en mode normal. On verra tout à l'heure en mode sportif s'il y a aussi une différence. Ok, donc là on est passé sur le deuxième mode de stabilisation, donc après le normal nous sommes en mode sportif, qui est censé pouvoir contrer un petit peu les mouvements plus brusques. Je marche à peu près normalement, hein. On ne peut pas courir, on ne peut pas faire des mouvements très brusques, il faut pour cela utiliser un gimbal, mais je dirais que ça peut quand même dépanner dans bien des cas d'avoir cette stabilisation possible déjà interne sur le boîtier. Voilà, donc là j'ai tout mis en route, hein, à la fois la réduction de vibration normale du boîtier, du capteur tout au moins, et la réduction électronique. Perso, je ne suis pas hyper fan de cette réduction électronique, je vous l'ai déjà dit, hein, je trouve que ça fait des artefacts à chaque mouvement. C'est pas mal en photo, on le verra, mais en vidéo, non, je suis quand même plus réservé. Alors, un point de comparaison intéressant, c'est quand même la prise de vue en vlog avec l'iPhone. Là, je suis avec un iPhone 11, mais par contre, je suis avec la caméra avant. Donc, c'est pas forcément, c'est même pas du tout la meilleure en qualité. On fait un petit test comme ça, et puis on va essayer ensuite avec la caméra arrière, qui est quand même bien meilleure. Voilà, donc je suis avec le zoom une fois, en stabilisation active, avec donc l'iPhone 11. Ça bouge moins, hein. Moi je trouve que l'image est quand même vraiment très bien stabilisée. Et enfin, dernier essai avec l'iPhone, là je suis avec le zoom super grand angle et qui est moins stabilisé, mais par contre comme le champ est très large, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Alors comme on vient de voir, la stabilisation interne de ces deux boîtiers, que ce soit le Z50 ou le Z6, en mode vidéo est suffisante lorsqu'on a un appui, un pied ou que l'on ne se déplace pas. Dès qu'on se déplace, pour moi, ça devient pas suffisant. L'emploi d'un gimbal, d'un stabilisateur externe comme le DJI Ronin SC par exemple, me paraît indispensable. Par contre, en photo, c'est ce qu'on va voir dans cet exemple, ce sont deux armes vraiment très intéressantes, que ce soit l'optique ou l'électronique, les deux réductions de bruit font vraiment le taf. Alors dans cette image, dans ces deux images, on a à gauche ici le VR est on, à droite, le VR est off. On est avec le Z50, avec le 1650, presque à fond de range, hein, 48 mm. L'ouverture est à 6, 1/8 de seconde à 2000 ISO. Si on agrandit l'image,
On s'aperçoit qu'avec le stabilisateur, l'image est encore parfaite, complètement exploitable, alors qu'ici, lorsque le VR est off, on a un léger flou de bouger, huitième de seconde, c'est pas évident, même si on est, comme moi, quelqu'un qui a l'habitude et qui ne tremble pas trop, très difficile de réussir des photos parfaitement nettes, alors que là, huitième de seconde, la photo est absolument parfaite au niveau de la netteté. C'est vraiment un atout redoutable que cette stabilisation interne du boîtier en photo. Bien, passons maintenant à une analyse également importante, la vitesse de l'autofocus. Je suis là avec le Z50, le 1650 à fond de range, 50 mm, pleine ouverture, et ouais, 6.3 c'est la pleine ouverture. Et on va voir un petit peu ce qui se passe lorsque le sujet s'approche de l'opérateur. Donc là, bon, la photo est nette, hein, c'est au départ de la prise de vue, il n'y a pas de souci. Et on va voir jusqu'où les photos sont nettes. Est-ce qu'on peut aller vraiment très près? Bon, a priori, pas trop de gros soucis. Vous voyez, on peut vraiment se rapprocher très très près du sujet. Et il n'y a vraiment que dans les toutes dernières photos, là on est encore bon, c'est encore tout à fait correct. C'est vraiment dans les toutes dernières photos qu'on arrive à, sur les 3 dernières, quelque chose qui est un petit peu plus flou, pardon. Encore que la vitesse n'est pas exceptionnelle, 1/320e de seconde. Je me suis fait un petit peu avoir par la sensibilité automatique. J'avais réglé sur automatique qui est resté à 100 ISO. J'aurais dû me méfier, monter un petit peu en ISO et avoir une vitesse un peu plus rapide. Mais globalement, on va dire que ça suit bien jusqu'à 1 mètre, 1,30 m de la caméra. Alors dans ce deuxième exemple, j'ai changé d'objectif, je suis passé du 16-50 au 24-70 f4 en renouvelant exactement la même opération. Donc Daniel s'approche en marchant relativement rapidement de l'objectif. Bon, c'est tout à fait net au départ, bien évidemment, pas de problème. On va voir si on arrive à se rapprocher davantage au niveau du plan de netteté, s'il est davantage respecté avec cet objectif plutôt qu'avec le 16-50. Non, en fait, grossièrement, on va avoir exactement les mêmes résultats, jusqu'à 1,20 m, 1,30 m de la caméra, c'est parfait. Et puis on s'aperçoit que dans les dernières images, eh bien, on a de la même façon un flou qui apparaît. On est aux limites de l'autofocus. Bon, ça reste très bon dans les deux cas de toute façon. Alors beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir si l'autofocus est aussi réactif avec la bague FTZ et d'autres objectifs non prévus pour la série Z au départ. Donc là, j'ai utilisé le 85-1.8G. On s'aperçoit que donc là, on est avec une ouverture à 1.8. Donc c'est déjà plus intéressant au niveau du bokeh, bien évidemment. Enfin, ça, c'est anecdotique. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se rapproche de l'opérateur? Est-ce qu'on a un suivi qui pourrait être équivalent aux objectifs de la série S? Eh bien oui, tout à fait, complètement, je dirais. On a vraiment que les toutes dernières images qui deviennent un petit peu plus floues, mais vous voyez, on a quand même quelque chose, même assez près de l'opérateur, qui reste bien net. Donc là, on a quand même la possibilité d'utiliser nos anciens objectifs sur ces boîtiers, surtout sur le Z50, ce qui m'étonnait un petit peu, mais l'autofocus sur ce boîtier-là réagit vraiment très très bien. Alors on complique un petit peu les choses, toujours avec le Z50 et le 85-1.8 par l'intermédiaire de la bague FTZ. On va prendre un sujet un peu plus véloce, on recule devant aucun sacrifice décidément dans ce test. Et donc voyons voir si ça suit lorsqu'on arrive plus vite près de la caméra. Donc on arrive là à environ 4 mètres, allez 2 mètres, ben, vous voyez c'est encore parfaitement net. Là on est à moins d'1,50 m, c'est encore bien exploitable, et là très près, et ben ouais, là on arrive juste à décrocher, mais vous voyez on est vraiment extrêmement près de la caméra. Je dirais que la photo d'avant est encore tout à fait exploitable. Donc oui, le Z50 a vraiment une capacité à suivre le sujet relativement rapide, y compris par l'intermédiaire de la bague FTZ et de tous nos objectifs que l'on utilisait sur nos réflexes. Alors la question, bien sûr, c'est de savoir si le Z6 avec le 24-70 fait mieux que le Z50 avec son 16-50. Donc là, exactement même condition, hein, donc on a une netteté parfaite au départ, et puis au fur et à mesure que Daniel s'avance vers l'opérateur, on s'aperçoit que on a exactement le même rendu, les mêmes nettetés, y compris très près de l'objectif, et c'est de la même façon
façon, dans les dernières images, on veut dire à environ 1m20, 1m30 de la caméra, qu'on commence à avoir un décrochement. Vous voyez, jusque-là, c'est parfait. Et puis là, c'est un petit peu moins bon. On commence à avoir un petit peu plus de mal à suivre vraiment très très près. C'est très similaire. Honnêtement, dans ces conditions-là, sur une marche rapide face à l'opérateur, que ce soit avec le 50 ou le 6, avec leurs objectifs respectifs, le 16-50 ou le 24-70, on aura les mêmes résultats. 85 1.8G avec la blague FTZ sur le Z6 procure exactement les mêmes résultats qu'avec le Z50. C'est très bon, on est sur quand même des vitesses qui sont modérées. Une personne qui marche même un peu rapidement face à l'opérateur, c'est quand même pas non plus le test ultime. On n'est pas sur un TGV, mais vous voyez que ça suit vraiment très bien. Jusque dans les dernières images, on a quelque chose de parfaitement exploitable, y compris à l'ouverture 1.8, ce qui est quand même assez intéressant. Si j'augmente la vitesse du sujet, donc là, en courant, on a toujours avec le 85 1.8 et le Z6, on a quelque chose qui reste tout à fait intéressant, bien exploitable, vous voyez, même près de l'opérateur, ça reste vraiment bon, vous voyez, on est quand même là très très près, avec une vitesse qui commence à devenir intéressante, et ça reste parfaitement net, donc là, c'est bien exploitable également, comme avec le Z50. Pour conclure, dans des conditions normales d'utilisation, les autofocus du 50 et du 6 fonctionnent très bien. Je pense même que le Z50 est un petit peu plus véloce et la cadence également un peu plus rapide que le Z6. Bon, voyons maintenant un peu la montée en ISO. Je suis à 2000 ISO à l'ouverture 6.3 à 25e de seconde. Je suis sous-exposé, mais je ne peux pas descendre le shutter plus bas, bien évidemment. Même chose à 5000 ISO, toujours 6.3 ouverture au 1/25e en 4K. Bon, là, l'image est quand même relativement correcte, c'est pas trop bruité pour l'instant. Voilà, 10 000 ISO, bon, l'image commence à bruiter quand même. Là, l'exposition est pratiquement normale. Voilà, 25 000 ISO, toujours 6.3 l'ouverture à 25e de seconde, à 25 images secondes en 4K. Pour moi, on a dépassé la limite. Voilà, on reprend exactement les mêmes conditions que tout à l'heure avec le Z50. Donc, je suis désormais maintenant avec le Z6 à 4000 ISO, ouverture 6.3 ou à 25e de seconde. Je filme en 4K à 25 images secondes. Bon, là, l'image est sous-exposée, bien évidemment. On va monter un petit peu les ISO pour voir ce qui se passe. Allez, on passe à 10 000 ISO, toujours l'ouverture à 6.3, 25e de seconde, toujours à 25 images secondes en 4K. Et là, on s'aperçoit que l'image commence à être relativement correcte, un peu sous-exposée encore, mais c'est exploitable. 25 600 ISO, toujours l'ouverture 6.3, 25e de seconde, pour 25 images secondes en 4K. L'image est exposée correctement. Je trouve que le bruit est encore très contenu. C'est là où le Z6 fait vraiment la différence avec le Z50. Là, je peux utiliser ces images. 51 200 ISO, là du coup je trouve que l'image se dégrade, d'autant que je suis toujours à 6.3 ouverture et à 25e de seconde. C'est légèrement surexposé, là je vais passer au 40e de seconde et on retrouve une image exposée correctement, mais c'est quand même la limite à ne pas dépasser, je trouve, avec le Z6. Alors si on pousse le Z6 dans ses derniers retranchements, là j'ai pris le 24-70 et je l'ai ouvert à 4, à 10 000 ISO, au 1/25e de seconde, toujours à 4K à 25 images secondes. Là je pense qu'on a quand même quelque chose de très très correct. On gagne 1 à 2 steps par rapport au Z50 avec une qualité d'image légèrement supérieure. Alors après la vidéo, on va maintenant regarder un petit peu la montée en ISO, en haute sensibilité, en photo. Donc sur ces deux images, j'ai d'un côté ici à 100 ISO le Z50 avec le 2470 f4. J'ai pris pour pouvoir comparer exactement avec le Z6 le même objectif. Et sur la deuxième image, là, en comparaison, donc la même chose à 800 ISO. Et on va petit à petit monter en ISO pour voir les différences. Bien. Alors si on agrandit un petit peu, bon, on s'aperçoit que 100 ISO, 800 ISO, pas de problème, c'est vraiment extrêmement semblable. Il n'y a pas de souci de monter en ISO à 800 ISO. Toujours à 100 ISO sur l'image de gauche, et ce coup-ci à 1600 ISO sur l'image de droite. Les images sont là aussi assez semblables, on a vraiment quelque chose qui est très bon, pas de bruit numérique qui apparaît, ça reste tout à fait exploitable dans toutes les conditions. Passons à 3200 ISO.
Là aussi, globalement, l'image est semblable. On a une très très légère montée de bruit, on va le voir tout de suite. Voilà, en particulier dans les parties vraiment les plus sombres. Maintenant, c'est là aussi anecdotique. On peut vraiment sans aucun scrupule monter à 3200 ISO avec le Z50 et pouvoir faire de très belles photos, y compris dans des grands tirages. Je suis désormais à 6400 ISO sur l'image de droite. Alors si globalement on a quelque chose qui est quand même encore tout à fait bon, si on agrandit fortement l'image, voilà, on s'aperçoit déjà qu'il y a un petit peu de désaturation au niveau des couleurs, très légèrement, que le contraste a baissé aussi un petit peu, on le voit par exemple sur la voiture ici. On a également un petit peu de bruit numérique qui apparaît sur les parties les plus sombres. Un petit peu moins de définition. Vous voyez par exemple là le liseré, la façade claire et la façade sombre sont un petit peu moins définis, un petit peu moins séparés que dans cette partie-là où on est à 100 ISO. Bon, là on est quand même très fortement agrandi. Si on prend l'image dans sa globalité, c'est encore tout à fait exploitable. Alors, on est à 12 800 ISO. Là, c'est vraiment la bascule. Même globalement, l'image change un petit peu de structure. Vous voyez déjà, là, on a au niveau de l'église quelque chose qui est moins défini, y compris quand on est sur l'image dans sa totalité. Et bien évidemment, si on crop, si on agrandit fortement, là, on a à la fois du bruit qui apparaît, moins de saturation, moins de contraste, moins de définition. Bref, là, il faut quand même se contenter, je dirais, d'un agrandissement à 3 bien travaillé. À 2, ça me paraît déjà beaucoup plus difficile. Bon, là, on est à 25 600 ISO sur l'image de droite. Toujours 100 ISO, bien sûr, sur l'image de gauche. Globalement, là, pour moi, c'est du A4 maxi. Et je dirais qu'on n'est pas tout à fait sur la qualité que je souhaiterais attendre d'un boîtier moderne. En tout cas, vous voyez, là, quand on agrandit un petit peu, enfin, même on agrandit pas mal, perte de détails, perte de couleur, perte de contraste. Non, je ne pense pas utiliser le 25 000 ISO avec le Z50. 51 200 ISO, bon là on retrouve exactement la même chose qu'à 25 600, si ce n'est que c'est encore un petit peu plus dégradé, donc ce sera vraiment pour ramener un souvenir, vraiment quand on n'aura pas le choix de monter dans des sensibilités aussi élevées avec le Z50, mais pas exploitable pour moi. Voilà, nous passons désormais sur le Nikon Z6 avec, comme tout à l'heure sur l'image de gauche, le 100 ISO de référence et sur l'image de droite, le 800 ISO. On va très très vite s'apercevoir que 800, 1600, 3002 et même 6004 sont exploitables sans aucune arrière-pensée et vraiment dans de très très bonnes conditions. Petite précision, j'ai conservé le 24-70 comme j'avais pris cet objectif-là sur le Z50 précédemment. Je l'ai bien évidemment gardé sur le Z6 à 35 mm pour avoir un cadrage qui soit à peu près l'identique du 24 mm en DX sur le Z50. Voilà, je passe très vite sur le 800 ISO. Hein, là, il n'y a rien à dire, c'est excellent, c'est parfait, c'est très comparable au 100 ISO. Voilà pour le 1600 ISO. Pas de problème non plus, c'est très bon. Le 3002, rien de spécial à rajouter non plus, hein, je passe très vite, hein, vous apercevrez que les images sont vraiment très similaires, très très légère baisse de contraste, mais on est fortement agrandi dans les faits, sur des tirages importants, vous n'aurez pas de problème. 6400 ISO, on a là encore une image de très haute tenue, si on a agrandi fortement, on s'aperçoit que les contrastes sont respectés, les couleurs aussi, non, c'est vraiment encore vraiment une très haute volée. 12008, c'était vraiment une bascule importante sur le Z50. Donc là, sur le Z6, eh bien non, on a encore quelque chose qui est vraiment de très très bonne qualité, très bonne tenue, y compris dans les couleurs, les contrastes, la précision des détails. Là, on peut y aller sans aucune arrière-pensée. Le 12008 est vraiment excellent.
le 25600. 25600, on commence à avoir un petit peu de bruit qui apparaît. Vous voyez, là on le voit, hein, là l'image est fortement agrandie, mais on a quand même des couleurs qui sont très bonnes, on a encore du détail, ce bruit est assez harmonieux, et sur un tirage papier, même si on a, vous voyez, quelques petites décolorations, on a quand même quelques artefacts, un petit peu de bruit, de couleurs qui apparaissent. Sur du 25600, on peut encore travailler avec le Z6 sur du 25600. Je resterai quand même circonspect sur du A2, à moins de faire un post-traitement quand même assez musclé, mais il y a quand même cette possibilité d'utiliser ces images. 51200 ISO, là on va dire qu'on retrouve cette bascule peut-être un petit peu plus progressive que sur le Z50 quand on était passé de 6004 à 12008. Là à 51000 on a effectivement des artefacts de couleurs qui arrivent, du bruit, mais les détails sont quand même préservés. Il ne faut pas oublier que là l'image est quand même fortement agrandie. C'est quand même quelque chose que vous allez pouvoir travailler en post-traitement pour faire du A3 par exemple sans problème. On va dire que la logique est respectée entre le Z50 et le Z6, vous avez à peu près 2 steps de différence, hein. On va dire que si on veut de la très très bonne qualité, on va s'arrêter au 6400 ISO sur le Z50 et on va s'arrêter à 25600 ISO sur le Z6. En travaillant un petit peu en post-traitement, on peut monter aussi d'un cran. Moi personnellement, je pense que ce sera les 2 valeurs que je monterai en maxi si je veux avoir vraiment une belle qualité de photo. Alors tout d'abord, je tenais à remercier Christian Cromaria de Camara Cournon. C'est grâce à lui que j'ai pu avoir le Z50 en essai. C'est un magasin remarquable qui est vraiment extrêmement bien achalandé. Il n'y en a pas beaucoup comme ça en France. Et vous avez encore des personnes passionnées et susceptibles de bien vous conseiller. Je vous le recommande vivement. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin, à la conclusion de ce long test. Peut-être exhaustif, en tout cas je l'espère, de comparaison entre les 2 Nikon Z50 et Z6. Alors bien sûr, 2 gammes différentes, 2 prix différents, 2 tailles de capteurs différents. Mais dans les faits, on a quand même une qualité commune, à la fois en photo et en vidéo. J'ai été assez surpris du rendu du Z50. Non seulement en basse sensibilité, il égale son grand frère en photo et en vidéo, mais je dirais même que dans bien des domaines, il le surpasse. Je pense entre autres à la vitesse d'autofocus, je la trouve plus rapide, c'est plus réactif avec le Z50 qu'avec le Z6. Également, les JPEG sont un tout petit peu plus contrastés, définis avec ce Z50, donc c'est vraiment tout bon. Alors, bien évidemment, le Z50 ne pourra pas égaler le Z6 dans les hautes sensibilités, que ce soit en photo ou en vidéo, il y a environ 2 steps de différence. On l'a vu dans les tests, on va dire qu'en photo, 6004 d'un côté, presque 25 000 de l'autre, en vidéo c'est un petit peu la même chose. La stabilisation, elle est bonne en photo dans les 2 cas. En vidéo, tenue sans trop bouger, on va dire qu'elle est acceptable. Mais de toute façon, lorsque vous allez vous déplacer avec vos boîtiers, je vous conseille très vivement l'emploi d'un gimbal, d'un stabilisateur. Sans ça, les images ne seront pas assez stabilisées avec la stabilisation interne. Bref, un bon boîtier que ce Z50. Et pourtant, je ne le conseille pas. Alors pourquoi? Ça peut paraître un peu paradoxal, les tests sont bons, les résultats sont bons, oui, mais il n'y a que 2 objectifs à l'heure actuelle. Il y a le 16-50 que j'ai utilisé, il y a également le 50-250 qui peut être livré en kit, c'est quand même réduit. Alors bien sûr, on peut monter les autres objectifs de la série S qui vont sur le Z6 et le Z7. Mais on perd un grand intérêt de ce Z50, celui de la compacité, de la légèreté. J'attends énormément de Nikon dans les mois à venir, dans la création d'objectifs spécifiques pour ce boîtier. Alors on nous annonce un 18-140, quelle taille il va faire, quelle qualité il aura. Là je vais surveiller ça de très près. Et puis j'aimerais aussi des focales fixes, des focales fixes ouvrant à 1.8, petites, compactes, pourquoi pas des pancakes aussi également. Enfin bref, tout un tas d'objectifs spécifiques
que l'on retrouve dans d'autres marques, Fuji pour ne pas la nommer, qui a déjà une très longue habitude de ce format d'APS-C en hybride. Et là, visiblement, Nikon a encore du chemin à faire. Même si le boîtier est réussi, pour l'instant, la gamme optique ne me satisfait pas. Voilà. Eh bien écoutez les amis, d'autres tests à venir très rapidement sur la chaîne, entre autres une comparaison d'Action Cam, je pense, dans les jours à venir. N'hésitez pas à vous abonner, les notifications, bref, vous connaissez la routine, et je vous dis à très bientôt.